Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning Media Group. On est le média pour les francophones aux États-Unis, Canada sous la marque Maudit Français et au UK sous French Morning. Vous êtes un peu plus de 200 à avoir pris une place pour ce webinaire aujourd'hui. Merci d'être toujours aussi nombreux. Aujourd'hui, on va parler investir en France dans l'immobilier locatif. On va essayer de faire un focus notamment sur trois régions. Notre expert du jour est un habitué des ondes de French Morning qui s'appelle Manuel Radier. C'est un entrepreneur et investisseur français avec plus de 20 millions de dollars de patrimoine personnel qu'il a co-investi avec son associé. Il est aussi le cofondateur de investissementlocatif.com qui a fait investir plus de 100 millions d'euros d'immobilier en France. Il est donc aujourd'hui le leader dans le conseil en investissement locatif dans l'ancien en France. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude, on est en live à la fois sur Zoom et sur LinkedIn. Tout ça sera bien sûr disponible en replay aussi sur YouTube et Facebook. Et vous pouvez, pour ceux qui sont connectés en direct maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions. Je serai là pour les poser à Manuel. Manuel, je vais te laisser prendre la parole et moi je reviendrai te voir pour te poser des questions. Bonjour Manuel. Salut Romain et merci de l'accueil. Écoutez, effectivement, je suis très content de vous parler d'investissement immobilier parce que je pense qu'on est sur un momentum de marché qui est intéressant pour rentrer sur le marché immobilier. On va en parler, je vous dirai pourquoi. Et on va parler de plusieurs, comme d'habitude, des thématiques qui sont importantes pour l'investissement, notamment le financement. Je vous dirai où on en est sur les taux. Actuellement, on parlera des rendements, on parlera de la fiscalité, on parlera vraiment de tous les sujets qui peuvent vous intéresser si vous souhaitez investir dans l'immobilier en France. La bonne nouvelle, c'est qu'on en parlait dans un webinaire il y a peu de temps. Euh, il est possible aujourd'hui, à nouveau, d'emprunter pour investir en France quand on est une US personne, quand on vit aux États-Unis ou au Canada, notamment. Il n'y a peut-être pas que des personnes qui vivent aux États-Unis ou au Canada d'ailleurs aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est possible d'emprunter. Les banques refinancent à nouveau, donc avec les conditions qu'on va voir dans ce webinaire. Mais voilà, c'est possible de faire des projets et c'est un très bon moment, à mon sens, pour investir. Donc, où investir dans l'immobilier en 2024? Donc, très rapidement, Romain a commencé à me présenter, mais je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Investissement Locatif, qui est un groupe en fait de sociétés qui a été fondé il y a environ 12 ans, ce qui représente environ 200 collaborateurs répartis en France, dans différentes villes de France, pour vous accompagner à tous les endroits où vous souhaitez investir. On a fait investir plus de 400 millions d'euros dans l'immobilier, ce qui représente plus de 3000 opérations qu'on a livrées au cours de ces 12 dernières années. Donc ça, c'est ce qu'on a fait investir pour nos clients. Et à titre personnel, on est évidemment également investisseur, puisqu'on adore et qu'on croit en ce qu'on fait. Donc voilà, on est également investisseur avec un patrimoine assez important, comme l'a dit Romain. Et on vous dit ça parce qu'on comprend les problématiques des investisseurs pour les vivre également depuis une dizaine d'années. Notre vision, c'est quoi? C'est qu'avec ce service qu'on a voulu créer il y a 12 ans, on voulait simplifier et maximiser la rentabilité des investisseurs. En gros, l'idée, c'est de se dire que où que vous soyez dans le monde, que vous soyez à côté du bien ou à l'autre bout du monde, eh bien, investir, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut maîtriser le marché immobilier, il faut savoir à quel prix acheter, il faut savoir dans quelle rue acheter, il faut savoir quel type de bien acheter. On va en parler dans la conférence. Donc ça, c'est complexe. Et également, il faut être capable de sourcer les biens et de suivre les travaux. Sourcer les biens, eh bien, il faut faire du réseau avec des agents immobiliers, avec des notaires, avec des gardiens d'immeubles, avec tout apporteur d'affaires possible. Il faut être capable de scruter le marché en temps réel et d'être très réactif sur les bonnes affaires. C'est compliqué et c'est du temps. Et également, derrière, eh bien, souvent, les biens, on va les rénover. Et donc là, il faut être capable de faire appel souvent à un architecte ou un architecte d'intérieur pour réaliser des plans, optimiser l'espace, suivre le chantier. C'est un métier. Et nous, on a voulu rassembler tous ces métiers-là au sein d'une même société pour vous permettre d'avoir un seul interlocuteur et de réaliser un projet 100% clé en main. On vous propose donc de gérer vos investissements pour transformer chaque opportunité de marché en succès. Et on promeut aussi le recyclage urbain, puisque dans nos projets, on a très souvent un volet de mise aux normes énergétiques et de rénovation. Donc, on vient prendre des logements qui étaient vétustes et les ramener sur le marché. Et donc, c'est vos logements. On achète souvent des logements qui sont vétustes parce qu'ils sont pas chers à l'achat et on les rénove pour en faire des pépites, ce qui permet de ramener des logements sur le marché. Les Français en ont besoin puisqu'il y a un déficit sur le marché de la location. Le plan d'action, c'est toujours à peu près le même, hein. Donc, on fonctionne d'abord par la recherche du bien. Donc, on va définir ensemble vos critères lors d'un rendez-vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur notre site investissement-locatif.com. Lors de ce rendez-vous avec un conseiller,
Un rendez-vous qui va durer une trentaine de minutes. On va faire le point sur vraiment vos critères d'investissement. Est-ce que vous voulez investir pour avoir du rendement tout de suite, avoir du rendement plus tard? Est-ce que vous avez un apport conséquent ou pas? Est-ce que vous voulez une zone patrimoniale, une zone à rendement? On va en parler dans la conférence. Ensuite, quand on se met d'accord sur vos objectifs d'investissement, eh bien, on va être en mesure de lancer des recherches pour vous. Donc là, nos chasseurs immobiliers vont commencer à chercher la bonne affaire pour vous, l'affaire qui va être décotée, qui va nécessiter des travaux et qui va remplir votre cahier des charges. Et donc ça va prendre entre 0 et 3 mois. Et on a 60 chasseurs immobiliers sur le terrain qui font ça toute la journée. Donc ils scrutent les annonces, ils font du réseau, ce qu'on appelle off-market avec des agents pour être premiers sur les deals, ils démarchent des notaires, etc. Ils ont leur réseau qui va leur apporter des bonnes affaires. Une fois que vous vous positionnez sur un deal, vous avez toutes les infos financière dès le départ avec directement le montant de l'achat, le montant estimé des travaux, le montant estimé de l'ameublement, le montant des frais de notaire, le montant des honoraires. Vous avez l'enveloppe totale et donc à partir de cette enveloppe, on va vous calculer un rendement en estimant les loyers entrants de manière annuelle. Le loyer annuel divisé par le projet total, ça vous fait un rendement locatif et vous allez pouvoir tout de suite savoir quelle sera la mensualité plus tard et vous positionner ou pas sur le bien. Si vous positionnez, donc on va vous aider à signer un compromis de vente et ensuite avoir le financement et à signer un acte authentique. Et là, on en est là, on va optimiser le plan de l'appartement, réaliser et faire suivre les travaux pour vous, meubler, décorer le bien si vous voulez faire de la location meublée, on va en parler après. Et enfin, à la suite de ça, le bien sera prêt à être loué. Soit vous souhaitez le louer et le gérer vous-même, soit vous souhaitez nous déléguer la location et la gestion. Et ensuite, on peut recommencer, bien sûr, ce cycle-là. On a des clients qui ont fait jusqu'à 50 opérations, un client. Donc, c'est considérable. Quand ça marche, souvent, on a envie de recommencer parce qu'on se dit qu'en fait, on n'a pas fait d'effort et qu'on s'enrichit sans avoir travaillé. Le plan d'action, l'idée, c'est de gagner de l'argent à l'achat lorsqu'on trouve une bonne affaire, de financer à crédit, on va voir pourquoi, pour utiliser l'effet de levier du crédit, créer de la valeur grâce aux travaux en rénovant le bien, et enfin, mettre en valeur le bien pour le louer et le louer sur la tranche haute du marché et avoir un bon rendement locatif. Donc, petit tour d'horizon des villes où on opère. Donc, vous voyez, il y en a pas mal en France. Donc, on travaille sur toute la région lilloise, Tourcoing, Roubaix, Tourcoing, si on veut justement avoir plus de rendement. Lille, c'est une zone qui est devenue plus patrimoniale avec des rendements qui se sont tassés, mais c'est une ville qui est quand même intéressante, très étudiante. On travaille sur toute la Bretagne, notamment si on est sur des zones patrimoniales, on va être sur Vannes. On peut aussi aller sur Brest, Quimper ou Lorient pour avoir plus de rendement. On travaille sur Orléans, on travaille sur Nantes, Le Havre, Rouen, Caen. Voilà, vous voyez toutes les villes dans lesquelles on est implanté. Dans toutes ces villes-là, on peut vous accompagner. Si vous avez d'autres villes spécifiques, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. C'est possible qu'on soit en mesure également de vous accompagner dans ces villes. Alors déjà, quels sont les produits qui sont rentables en 2024? Donc très souvent, c'est le même type de produit. Ça va être les petites surfaces optimisées. Donc studio, souvent le studio, c'est un produit qui est très rentable parce qu'on va le louer à un étudiant ou à un jeune actif dans des villes, surtout jeune actif dans les villes où l'immobilier est cher. Donc, par exemple à Paris, Bordeaux, Lyon. On va travailler ensuite sur des logements 2 pièces. Ça correspond à un jeune actif, à un étudiant ou à un jeune couple, notamment à Paris. On va travailler ensuite sur des colocations pour des plus grandes surfaces qu'on veut optimiser avec des tickets d'entrée à chaque fois que vous voyez ici, hein, à partir de 350 000 euros tout inclus. Quand on parle de budget tout inclus, on parle de achat, travaux, ameublement, frais de notaire et honoraires. 350 000 euros à Paris, 200 000 euros en province. On travaille sur des immeubles de rapport à partir de 600 000 euros dans la région parisienne. Donc là, on n'est pas à Paris, hein, parce qu'à Paris, un immeuble de rapport, c'est beaucoup plus cher, évidemment. Et 300 000 euros en province. Et ensuite, on fait des divisions d'appartements. Donc là, on va rediviser des appartements qui souvent ont été réunis. On vient de positionner un client sur une découpe, une division incroyable dans le Marais. C'était hier. Donc, on a des clients qui se positionnent en permanence sur des découpes. Et on en fait régulièrement des divisions, soit à Paris ou à Lyon, souvent dans des villes où l'immobilier coûte cher. Je débite Romain, mais si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire. Directement, moi, je ne vois Ça pas le chat. marche. Ouais, ouais, ça marche. On déroule. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que aujourd'hui, l'argent en France n'est pas cher. Les taux ont monté, hein, vous le suivez peut-être. Aujourd'hui, on est entre 3,5 et 4% sur 20 ans et ça va baisser d'ici la fin de l'année. Selon les estimations des notaires et des économistes, on devrait être autour de 3% en fin d'année sur 20 ans. 3%, c'est un taux fixe. Et je rappelle que les spécificités du crédit immobilier en France, il y en a deux principalement que moi je trouve intéressantes, enfin trois même. La première spécificité, c'est que vous êtes en mesure de renégocier votre crédit. La banque n'a pas le choix. Les pénalités de remboursement anticipé sont encadrées à 2 mois d'intérêt.
Ah, 2 trimestres, pardon, pas 2 mois. 2 trimestres d'intérêt, ce qui veut dire que concrètement, si les taux repassent de 3,5 à 2 ou à 1,5 dans 2 ans, 3 ans par exemple, en France, ce qui est loin d'être impossible, eh bien, vous pourrez renégocier votre prêt à la baisse et la pénalité, si vous voulez faire racheter votre prêt par la concurrence, sera encadrée à seulement 2 trimestres d'intérêt. Donc, c'est très peu, c'est très faible. 2 trimestres d'intérêt, c'est même pas 6 mois de mensualité, c'est 6 mois d'intérêt sur le crédit. Donc ça, bah, beaucoup d'investisseurs le font dès que les taux baissent. Et ça, c'est une première opportunité française, puisque c'est une obligation dans les contrats de prêt pour les particuliers. La deuxième opportunité en France, c'est ce qu'on appelle la clause de modularité. Peut-être que ceux qui nous regardent ont déjà des prêts en cours qu'ils ont souscrits quand les taux étaient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Eh bien, sur un simple mail ou un simple message dans la messagerie sécurisée de vos conseillers bancaires, je vous invite à faire le test. Vous pouvez leur écrire dès aujourd'hui et leur dire: bonjour, j'ai un prêt en cours et je voudrais exercer ma clause de modularité et donc réétaler mon prêt sur la durée maximale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il vous reste 15 ans de remboursement, par exemple, sur un prêt que vous avez souscrit à 5 ans, eh bien, la banque va réétaler de 15 ans divisé par 10, donc de 1,5 ans à peu près. Et donc, ces 1,5 ans, elle va réétaler, donc vous allez rembourser plus longtemps, mais vous allez conserver votre taux que vous avez eu il y a 5 ans. Donc, si par exemple vous avez eu 1% de taux, vous étalez gratuitement votre prêt et vous baissez évidemment, c'est l'intérêt, vos mensualités de 10%. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça sur tous vos prêts? Pourquoi moi je l'ai fait sur tous mes prêts? Pourquoi je conseille mes clients de le faire? Parce qu'en le faisant, vous allez vous libérer de la capacité d'endettement, puisqu'on voit qu'il y a des taux d'endettement à ne pas dépasser aujourd'hui, et vous allez finalement bénéficier d'un crédit gratuit à 1%, par exemple, si vous avez eu 1% de taux il y a 5 ans, sur une durée d'un an et demi. Donc c'est de l'argent à prendre aujourd'hui, puisque l'argent est rémunéré plus que ça aujourd'hui, et les taux sont plus élevés. Donc là, on a évoqué ces trois premiers critères. On peut également, alors c'est pas possible pour les non-résidents, mais si vous êtes résident fiscal français, parfois il y en a, présenter le dossier en résidence principale pour financer plus facilement son bien. Les conditions ne sont pas les mêmes si on investit dans le locatif ou si on investit en résidence principale. Donc bon, là, a priori, c'est pas trop le sujet. On peut acheter également à travers une SCI à l'IS qui va être autonome. Alors ça a des avantages, notamment sur les taux d'endettement, où on peut acheter avec un associé qui est basé en France. L'immobilier, c'est un véritable life changer. Pourquoi? Parce qu'on le voit aujourd'hui, si vous investissez dans l'immobilier, vous n'allez pas voir forcément de différence à court terme. Moi, je ne vois pas de différence sur mon patrimoine. Il s'auto-paye globalement, un petit peu plus parce qu'il y a des biens que j'ai achetés il y a 8 ans qui ont été achetés moins cher et qui sont très rentables avec des taux bas. Mais chaque année qui passe, je rembourse un capital à la banque et c'est ça qui fait l'enrichissement. C'est ça qui fait la différence. Vous protégez l'épargne que vous allez investir en apport et vous avez un patrimoine qui se constitue tout seul d'année en année sans avoir à faire d'efforts et qui n'est pas lié à votre travail. Et finalement, l'immobilier, c'est pour ça qu'on dit que ça permet de créer des revenus passifs ou que ça permet de préparer sa retraite. C'est qu'on n'a pas l'impression de s'enrichir avec l'immobilier tant qu'on est en train de rembourser son crédit. Mais en revanche, à un moment, quand on revend le bien, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, on se rend compte de tout le capital qu'on a remboursé à la banque, puisque c'est de l'argent qui va arriver directement sur votre compte lors de la vente ou alors si vous conservez le bien, les loyers qui vont arriver une fois que vous aurez fini de rembourser votre prêt. L'immobilier, c'est le seul placement qui est financé par la banque. Alors parfois, on me dit non, mais il y a des placements financiers avec du levier, effectivement, mais ils sont en général assez risqués. Aujourd'hui, la banque va vous financer en tant que non-résident. Donc, avec quelles conditions? Avec l'équivalent d'un CDI. C'est pas, ça s'appelle pas un CDI dans les autres pays, mais l'équivalent donc d'un contrat long. Elle va vous demander d'avoir un taux d'endettement qui soit inférieur à 35% après le projet. Ça peut se négocier selon les banques. Elles peuvent déroger également à ça. Donc, il ne faut pas hésiter à nous consulter. Elles vont vous demander minimum 30% d'épargne avant le projet que vous allez pouvoir injecter soit en apport, soit en contrepartie de placement qui va être nanti. Si vous avez des questions sur le financement, n'hésitez pas. Je passe assez rapidement et après, de toute façon, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. On les posera avec Romain. Aujourd'hui, sur 25 ans, sur 20 ans, on est autour de 3,75%. Donc sur les non-résidents, on est un tout petit peu plus élevé. En général, on va être 0,20 de plus. Ça va dépendre comment vous allez être en mesure de défendre votre dossier. Ça va dépendre des banques, ça va dépendre des courtiers. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter par rapport à ça. Ce qui en général ne change pas trop, c'est que la banque va demander aux non-résidents au moins 30% d'apport sur le projet. Quelles sont finalement les choses qui vont faire que votre placement va être gagnant en termes financiers dans l'immobilier? En un, ça va être d'utiliser l'effet de levier du crédit. Ça change tout. Pourquoi? Parce que ça va transformer un rendement qui peut être, par exemple, un rendement
de 6%, par exemple, de l'opération en elle-même, en un rendement de 6%, mais sauf que sur l'apport, 6% sur le bien, sauf que vous n'avez mobilisé pour acheter le bien que 30% ou 35% de la valeur du bien. Vous avez donc ce qu'on appelle un effet de levier x3, puisque vous mettez 35 000 euros, par exemple, pour faire un chiffre rond, et la banque vous prête 65 000, donc vous jouez, vous investissez 100 000 euros, et c'est sur les 100 000 euros que vous allez avoir 6% de rendement, ce qui fait que vous avez un rendement qui est triplé, donc de 6, vous passez à 18%, rendement sur lequel, bien évidemment, il faudra retraiter les intérêts d'emprunt. Donc là, ça dépend. Ça va faire en général tomber votre rendement. Actuellement, j'avais fait le calcul, autour de 14% sur l'argent investi. C'est-à-dire que les 30% que vous mobilisez en argent frais vont générer de manière sécurisée parce que c'est de l'immobilier. Ça reste un investissement, hein, donc ça peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Mais l'immobilier est quand même un placement qui est considéré comme très sécurisé par rapport à d'autres supports. Et ça va générer un rendement de 14% en étant sécurisé. Donc il n'y a pas vraiment de comparable sur le marché de l'investissement. Sans risque, hein, j'entends. Ensuite, vous allez investir dans l'ancien. Pourquoi? Parce que vous allez générer de la plus-value avec les travaux. L'idée, c'est d'acheter quelque chose qui est en mauvais état. On va voir des exemples après. Et donc, vous allez pouvoir négocier à l'achat, qui peut être une passoire thermique qui va être en mauvais état. Et en réalisant des travaux de rénovation, vous allez être en mesure, avec ces travaux, de valoriser le bien, de créer de la plus-value latente et donc de louer plus cher. La logique, c'est toujours la même. C'est acheter pas cher pour le marché, entre guillemets. On achètera toujours plus cher à Paris qu'on achètera à Roubaix, évidemment. Mais le but, c'est quel que soit le marché, d'acheter sur le point bas du marché, donc pas cher, entre guillemets, parce qu'il y a des travaux, parce qu'on négocie, et de rénover pour louer en termes de location sur la tranche haute du marché. Donc cher parce que vous livrez une pépite au locataire qui est rénovée, optimisée et qui est refaite à neuf, meublée, etc. Et donc ce gap entre j'achète pas cher, entre guillemets, et je loue cher, c'est ça qui fait que vous allez avoir un meilleur rendement locatif que le marché. C'est là que vous allez battre le marché, avoir un meilleur rendement que le rendement moyen du marché. Le troisième point, c'est de choisir le bon régime fiscal pour votre opération. Donc le bon régime fiscal, c'est quoi? Globalement, il y a deux régimes intéressants. Soit vous détenez en nom propre, donc quand vous achetez, et c'est votre nom ou le nom de votre mari ou de votre épouse sur l'acte de propriété, donc vous achetez en nom propre. Et dans ce cas-là, le bon régime le plus intéressant pour aller droit au but, hein, encore une fois, on a peu de temps, bah, ça va être de faire de la location meublée. Donc on va meubler le bien, créer un bien coup de cœur et ensuite le louer et rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle le loueur meublé non professionnel, LMNP, ou le loueur meublé professionnel si vous dépassez des seuils, LMP. Et ça, c'est un régime intéressant parce que vous n'allez pas payer d'impôt sur les revenus locatifs pendant au moins 10 ans. J'ai des vidéos là-dessus sur YouTube, hein, donc vous en retrouverez. On pourra vous les envoyer ensuite, mais je peux vous expliquer. Mais la mécanique globale, c'est que l'État va vous laisser amortir le bien, amortir le travaux, amortir les meubles. Et finalement, cet amortissement de ces différents postes de coûts va vous permettre de gommer l'impôt que vous auriez payé sur les loyers entrants. Le deuxième régime qui est intéressant, c'est le régime de la SCI en optant pour l'impôt sur les sociétés, pour plein de raisons. Et ça, c'est plutôt adapté quand on investit dans des immeubles de rapport ou des opérations assez grosses. Et c'est intéressant également la SCI pour la transmission à vos enfants dans une logique de transmission future. Vous n'allez pas transmettre le bien, vous allez transmettre des parts de la société. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un démembrement. Vous transmettez uniquement la nue propriété des parts de la SCI. Et donc, vos enfants vont récupérer avec une grosse décote selon votre âge les parts en nue propriété. Ils ne peuvent pas vendre le bien. Vous allez pouvoir exploiter le bien, en tirer les loyers jusqu'à votre décès. Et à votre décès, ils vont récupérer la pleine propriété sans droit de succession. Donc, c'est très intéressant. Et enfin, le dernier point, le numéro 4 et non pas le numéro 3, c'est de détenir dans la durée. Je le dis souvent, mais en matière d'immobilier, vendre, c'est s'appauvrir. Et ça se vérifie tout le temps. Vendre un bien, vous pouvez faire une plus-value. Vous allez me dire, mais non, Manuel, j'ai vendu, j'ai fait plus 30 000 de plus-value. OK, mais est-ce que tu n'aurais pas pu vendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Si vous vendez parce que vous avez un projet de vie et que vous êtes bloqué et que vous avez besoin de cet argent, faites-le, c'est très bien, hein, je ne vous dis pas de ne pas vendre. Mais si vous vendez pour matérialiser une plus-value, à mon sens, c'est une erreur parce que c'est le temps qui passe en matière d'immobilier qui vous enrichit. Chaque mois qui passe, vous remboursez une traite à la banque et vous encaissez un loyer. Donc si vous tenez 12 mois de plus, bah, c'est 12 mois de remboursement en plus de capital et de loyer perçu, puisque le loyer va payer globalement la banque. Et donc voilà, l'objectif, c'est de tenir. Et moi, les propriétaires que j'ai en tant que client, notamment je pense à un propriétaire en gestion euh, qui n'a pas investi avec nous, qui est une personne qui est âgée, mais qui a un très gros parc. Il est très riche et en fait, il se passe les biens
de génération en génération. En fait, il n'a jamais rien vendu. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux que je vende? J'ai jamais rien vendu, je les garde. Et donc, comme il arrive à conserver, eh bien, il a la valeur de ses biens. Il les a conservés depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on lui disait peut-être déjà de vendre pour prendre une plus-value. Bah, ses biens ont triplé de valeur et il a encaissé des loyers sur 20 ans. Je peux vous garantir que si vous gardez vos biens, ils vaudront plus cher dans 10 ans avec l'inflation. Ils vaudront plus cher dans 20 ans. Et pendant toutes ces années, vous aurez encaissé des loyers, remboursé des crédits à la banque ou tout simplement encaissé des loyers et payé vos impôts dessus. Qu'est-ce qu'on voit sur les prix de l'immobilier en France? On voit que globalement, si on regarde sur une durée et qu'on dézoome sur une durée plus longue, les prix sont en hausse constante. Mais là, on le voit sur le graphique, ce n'est pas une hausse qui est cyclique. On voit qu'on a eu une légère contraction sur le prix des appartements en France entre 2011 et globalement 2015, 2000, ouais, 2014 même. Et ensuite, on voit que c'est reparti à la hausse. Et là, on est à nouveau sur une consolidation avec une légère baisse. À Paris, les prix ont quand même baissé plus qu'ailleurs en France. Et à mon sens, c'est très bon puisque ça vous permet d'avoir des points d'entrée intéressants. Avec les JO, on va en parler après de Paris. Hein, c'est un marché que j'aime beaucoup. Il n'y a pas du tout que Paris, mais c'est un marché que moi, auquel je crois beaucoup. Et j'ai acheté personnellement à Paris encore jusqu'en décembre. J'ai acheté mon dernier bien, j'en ai acheté deux, un en octobre, un en décembre. Alors pourquoi j'en ai pas racheté en tout début d'année? Parce que moi, j'ai des problématiques de financement comme tout le monde. Je ne peux pas acheter de manière illimitée, mais je vois les opérations qu'on fait faire à nos clients, elles sont hyper intéressantes. Hier, dans le 14e arrondissement de Paris, Michael me disait qu'on a sourcé une petite surface pour un client autour de 7 500 € le mètre carré à l'achat. Dans le 14e, c'est hyper intéressant. C'est un bien qui, dès la fin, va être livré, va pouvoir se revendre potentiellement avec plus-value. Évidemment, il faudra le conserver. Le projet du client n'est pas de le revendre. Mais voilà, c'est un exemple. On a fait acheter également une division dans le Marais où on achète à 10 900 € le mètre dans le Marais. Ça n'existe pas. Il y a 3 ans, il fallait sortir 14 ou 15 000 € sur l'adresse à l'achat pour avoir le même bien. Donc cette décote, elle est due à quoi? Elle est due au fait, et ce petit décrochage, il est dû au fait que les taux sont montés et donc que ça désolvabilise les acheteurs et que ça les décourage pour l'instant. Et c'est exactement pour ça que si vous en avez la possibilité, il faut rentrer sur le marché parce que vous allez acheter à un prix plus bas. Vous allez pouvoir négocier à l'achat, on va vous aider à le faire. Et quand les taux vont baisser, vous allez renégocier votre taux de crédit et donc vous aurez acheté pas cher, entre guillemets, hein, ça dépend du marché, mais acheté pas cher par rapport au marché. Et quand les prix vont repartir à la hausse et que les taux vont repartir à la baisse, vous allez être plus malin que les autres acheteurs. Eux, ils vont tous repasser à l'achat sur des fourchettes beaucoup plus hautes. Et vous, à ce moment-là, vous allez dire, moi, j'ai acheté pas cher il y a 3 ans, il y a 2 ans. Je renégocie mon taux à la baisse. Et donc, j'ai acheté pas cher et j'ai un taux qui a baissé, donc qui a un très bon taux également. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. En décembre, sur ma dernière opération que j'ai achetée à Paris 20e, donc un secteur plutôt rendement, j'ai acheté à 6 000 € le mètre. Alors, c'est un projet spécifique, grande surface, qui est dans un immeuble années 70, donc qui n'est pas spécialement sexy. Mais j'ai acheté pour 6 000 € le mètre carré dans le 20e, dans un endroit que je connais très très bien, un secteur qui est en pleine mutation et qui est vraiment très intéressant pour moi. Je le maîtrise parfaitement. J'ai un grand appartement à côté. Et j'en ai acheté deux d'ailleurs d'appartements. J'en ai acheté un autre après dans le même secteur. Et donc, ces biens-là, je les ai achetés avec un taux entre 4,50 le premier, qui devait être en octobre, et le dernier en décembre, j'ai 4,90 TAEG. Donc, taux plus assurance, etc. Je sors à 4,90. Donc, j'ai acheté sur le pic des taux. Et quand je dis ça en général, on me dit, mais Manuel, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir souscrit un taux à 4,30 plus 0,60 à 4,90 alors qu'aujourd'hui, tu aurais pu avoir 4%? Ben, je ne regrette pas parce que j'ai acheté à 6 000 € le mètre. Et quand les taux vont baisser, je vais renégocier mon taux à la baisse. Donc finalement, j'aurais supporté un taux à 4,90 pendant 1 an ou 2 ans avant de le renégocier. Donc finalement, l'incidence est quasiment neutre en sachant qu'en plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les intérêts d'emprunt, donc ces 4,90, ils vont passer en charge fiscalement. Donc quand je dépense 4,90 d'intérêts d'emprunt pour payer ma banque, ça ne me coûte pas 4,90. Après la fiscalité, ça me coûte environ la moitié. C'est bon, la mécanique, il faudrait que vous l'expliquiez, mais ça va venir gommer des loyers dans le futur sur lequel j'aurais été imposé. Et donc, quand je sors 4,90, en vérité, ça me coûte 2,50 après impôt. Donc, finalement, la fiscalité me gomme un petit peu cette hausse de taux. Et la deuxième partie, je vais la renégocier plus tard. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Romain? Ouais, on a des questions. On peut faire une petite pause question si tu veux. Allez. N'hésitez pas, hein, que vous soyez sur Zoom ou sur LinkedIn, posez vos questions. On a la chance d'avoir Manuel Ravier en direct. C'est assez rare. Donc, vraiment, prenez cette chance qui est offerte à vous.
On a Sylvie qui dit serait-il possible de détailler approximativement les coûts de vos services? Vous devez faire beaucoup de travail en amont avant d'arriver au point de décision, à savoir si on va de l'avant, si le rapport d'investissement est bon. Bref, quelle est la somme de vos services? Combien ça va coûter, Manuel? Ouais, donc nous, on facture 7% plus TVA française du montant du projet, donc achat, travaux, ameublement. Donc, il faut compter 8,4% du projet. Et nos frais sont 100% déductibles, donc qui vont venir s'imputer, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme chaque dépense sur vos biens ou LMNP réel. Vous allez passer en charge nos frais, donc ça va vous coûter, si vous êtes non-résident, 40% de moins donc quand on vous facture 8,4 après impôt, par la même logique que ce que je viens d'expliquer sur les intérêts d'emprunt. Ça va vous coûter 8,4 moins 40%, donc par rapport à si vous faisiez le projet tout seul, environ 5% après impôt. On a une autre question de Sylvie. Problématique, louer, oui, mais comment anticipez-vous sur les loyers impayés, les squatteurs, bref, tous les abus? C'est vrai que quelque chose qui fait peur aux propriétaires bailleurs sur la France. Et pour être tout à fait honnête, vous avez raison, je ne vais pas vous dire le contraire. On voit qu'on a eu une augmentation des impayés sur notre parc et globalement dans le parc national français. On parle avec des assureurs en permanence. Depuis la crise du Covid, on a une augmentation du taux d'impayés. Mais pourquoi est-ce que je dors tranquille et que ça ne me touche absolument pas? Parce que je mets des assurances loyers impayés. Une assurance loyer impayé, ça coûte 2,5% des loyers. Donc, si vous avez un loyer à 1000 euros, on parle de 25 euros par mois. Je pense que vous pouvez les payer. 25 euros par mois, en sachant que, donc ça fait 300 euros par an, pour que, en cas d'impayé, en cas de squat, enfin, il n'y aura pas de squat, mais en cas d'impayé, l'assureur va vous payer directement le loyer dès le premier mois. Donc, vous êtes couvert à 100%. Et en plus, il va gérer la procédure lui-même jusqu'à l'expulsion. Tant que le locataire n'est pas expulsé, vous êtes payé par l'assureur. Donc, c'est absolument neutre pour vous. Et moi, je conseille tous nos clients de prendre cette assurance loyer impayé parce qu'elle permet de transformer, de limiter tout risque, hein, même s'il y a très peu. Quand je vous dis que ça a explosé, on est à 3% d'impayés sur le parc national français. C'est quand même très, très peu. En sachant que si on choisit bien le locataire, il y a très peu de chances que ça arrive parce qu'on va prendre souvent des étudiants avec des parents garants, la famille en garant, etc. Mais néanmoins, on ne veut pas que ça vous arrive parce qu'il suffit d'un. On va me dire, mais 3%, si ça tombe sur moi, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, vous souscrivez cette assurance loyer impayé. On vous aide à la souscrire en gestion. On la gère pour vous, on gère le contrat pour vous. En cas d'impayé, vous êtes payé. Il y a même d'autres mécanismes de l'État qui s'appellent Visal, qui est gratuit, où l'État se porte garant pour les étudiants, par exemple, ou les jeunes actifs, gratuitement avec l'argent de l'État. En cas d'impayé, c'est l'État qui paye. Donc, il y a des garanties. Mon conseil, c'est vraiment de souscrire des garanties, tout simplement pour dormir sur vos deux oreilles. Et je le redis, ça va vous coûter, par exemple, sur 1000 euros de loyer, 25 euros par mois, donc 300 euros par an. Et ces 300 euros par an, sur 12 mois, ils vont passer en charge, encore une fois, avec la même mécanique. Ils vont venir se déduire et donc vous allez payer 40% de moins sur cette somme. Donc ça ne vous coûte même pas 300, ça vous coûte 300 moins 120, donc 180 euros par an, donc 15 euros par mois pour être tranquille. Voilà. Donc ça répond à la question des impayés. Merci beaucoup. On peut continuer la presse et puis on reprendra les questions un petit peu plus tard. Ok. Une fois de plus, hein, vous qui nous écoutez, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés par téléphone aussi. N'hésitez vraiment pas à venir sur le Zoom pour pouvoir voir le partage d'écran, bien le mettre aussi en plein écran pour pouvoir lire les slides en même temps que Manuel vous parle. Manu, on peut continuer. Ouais. Donc, on va voir maintenant qu'il y a deux types et deux façons d'investir. Globalement, investir dans des petites villes ou des villes de taille moyenne et investir dans des grandes villes. Chaque stratégie a des avantages et des inconvénients qu'on voit ici à l'écran. Donc, les petites villes, l'avantage, c'est que souvent, on paye moins cher le prix au mètre carré, donc on a plus de rendement parce qu'il y a des loyers minimums, hein. Un studio, quelle que soit la ville, il ne va pas se louer 100 euros par mois. Ça va être minimum 300 euros par mois. De toute façon, la CAF, les APL commencent à 200, 250 euros. Donc, il n'y a quasiment rien à sortir pour l'étudiant. On va avoir des tickets d'entrée accessibles dans les petites villes. On va être en mesure d'investir à partir de, ça dépend si on parle de l'achat ou du prix total du projet, mais on est capable de faire des projets à partir de 80 ou 100 000 euros, tout inclus. Achat du bien, frais de notaire, honoraires, travaux de rénovation, ameublement. Donc 100 000 euros tout inclus, on va dire. L'inconvénient des petites villes, c'est que souvent, on va avoir des taxes foncières plus élevées que dans les grandes villes. Pourquoi? Parce que le tissu économique est moins développé. On a moins d'entreprises qui payent des impôts. Pourquoi à Paris, c'est pas cher?
Euh, Pourquoi La Défense, à Puteaux, Courbevoie, c'est pas cher? Parce qu'on a beaucoup de sièges d'entreprises qui vont cotiser avec ce qu'on appelle la CFE, payer de l'impôt, et donc la ville a cette manne financière, et donc la taxe foncière est plus légère. On a plus de risques de vacances locatives. Si vous investissez dans une toute petite ville de France, potentiellement la tension locative, la demande locative sera plus faible. Et souvent, pour le même montant, si vous mettez 100 000 euros, on va dire 200 000, si vous mettez 200 000 euros dans un bien à Paris, vous allez avoir globalement entre 15 et 20 mètres carrés, tout inclus, achat, travaux, ameublement, notaire, honoraires, ameublement. Donc, vous devez entretenir dans 10 ans, dans 20 ans, 20 mètres carrés, par exemple. Alors que si vous investissez 200 000 euros dans une petite ville, à 200 000 euros, vous allez avoir 100 mètres carrés parfois. Vous allez payer 2 000 euros le mètre carré, vous avez 100 mètres carrés. Quand il faut faire des travaux, il faudra quand même faire 100 mètres carrés de parquet d'un côté et 20 mètres carrés de parquet de l'autre. Voilà, donc c'est plus compliqué, c'est plus coûteux sur l'entretien d'investir dans les petites villes. Et vous allez avoir une moindre liquidité. C'est-à-dire que lors de la revente, vous allez avoir a priori moins d'acheteurs dans une petite ville. Ça dépend de la ville, hein, on va voir après les zones. Mais globalement, c'est plus facile de revendre à Lyon, à Paris ou à Bordeaux parce qu'il y a plus d'acheteurs si vous avez besoin de l'argent que de revendre si vous êtes dans une petite ville de la Creuse, tout simplement. Les grandes villes, bon, les avantages, c'est l'attractivité de la ville. On peut choisir des villes avec un dynamisme économique, des taux de chômage très bas, comme ça peut être le cas de Paris, où on est quasiment en plein emploi à Paris. On peut choisir une ville où on a une liquidité extrêmement forte du marché, donc on peut revendre le bien parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs à tout moment. Si on est au bon prix, on revend très rapidement à Paris. On a des plus-values intéressantes. On le voit hein, quand les prix vont repartir à la hausse. Historiquement, les zones patrimoniales ont permis les grandes villes de faire des fortes plus-values, bien sûr si on achète au bon moment. Et on va avoir des taxes foncières faibles. À Paris, la taxe foncière a beaucoup augmenté. Donc on me dit souvent, Manuel, mais t'imagines, elle a monté de 30%, 40%. En 2 ans, la taxe foncière a pris 40%. Ok, mais aujourd'hui, la taxe foncière, si je réfléchis aux biens qui sont loués là, que je viens de saisir dans mes impôts, je vais avoir 300 euros de taxe foncière sur un bien qui est loué 1100. On parle de un tiers de mois en taxe foncière. Dans des villes, dans des petites villes françaises, vous pouvez avoir parfois 2 mois de loyer en taxe foncière, si on compte comme ça. Donc l'impact sur le rendement va être beaucoup plus faible si vous êtes à Paris, où les taxes foncières sont encore très très basses, même si elles ont augmenté. Ensuite, l'inconvénient des grandes villes, c'est qu'on a moins de rendement, hein. On ne va pas pouvoir faire du 8% à Paris. Si on vous emmène au Havre, si on vous emmène à Toulon, on peut monter à 8-10% de rendement, on va voir après. Si on est à Paris, on va être entre, ça dépend, si vous me dites je veux le 6e arrondissement de Paris, on sera plus bas, 6e, 7e, mais on peut faire entre 3,5 et 5,5% de rendement à Paris. Ça, c'est ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui pour vous. Selon qu'on est à Paris hyper-centre ou qu'on est capable d'aller sur des quartiers, comme j'évoquais tout à l'heure, 18, 19e, 20e. On n'ira jamais dans des ghettos, mais on va vous accompagner dans des quartiers qui peuvent être plus montants, un peu plus populaires, on va dire, avec donc plus de rendement, parce qu'ils sont un peu moins attractifs que Paris 6e arrondissement, évidemment. L'inconvénient également, c'est que les grandes villes ont des tickets d'entrée plus élevés. À Paris, on va commencer à 200 000 euros tout inclus globalement, les projets. Donc voilà, si vous n'avez pas un budget de 200 000, vous ne pouvez déjà pas rentrer sur le marché. Sauf à rentrer sur une micro-surface, un micro-logement de 9 mètres, 10 mètres carrés. Mais ça, on va vous le déconseiller pour plein de raisons. On va analyser les villes rentables maintenant et parler un peu des différents secteurs et vous pourrez me poser vos questions. Donc là, on a mis des exemples de villes pour que vous puissiez constater un peu les différences de rendement selon les zones. Notez que par exemple, si on prend la ville de Nantes, c'est une ville où les prix, globalement, toutes les grandes villes, les prix ont monté. Nantes, Toulouse, Rennes sont aujourd'hui très chers. En tout cas, les rendements se sont tassés. Ce qui fait que concrètement, on est plutôt quand on est dans la ville, on n'est pas à 8% à Rennes, sauf en Airbnb, mais on va être à Rennes plutôt autour de 4 à 4,5%. C'est des rendements qui, selon moi, sont peu attractifs. Moi, mon conseil aux investisseurs, après, sauf si vous me dites, moi, je suis de Rennes, je veux absolument Rennes, mais avec des prix trop élevés, mon conseil d'investisseur, c'est de dire, quitte à avoir le même rendement qu'à Paris, choisissez la capitale, vous aurez moins de taxes foncières et vous êtes sur une ville mondiale. Vous êtes sur une métropole qui a un dynamisme mondial sur beaucoup de critères. Ensuite, si vous voulez du Rennes, on est capable d'aller en périphérie de Rennes, en périphérie de Toulouse, pour aller chercher plus de rendement, tout en bénéficiant de l'attractivité de la ville. Voilà ce qu'on est capable de faire. Globalement, ce qu'il faut retenir et garder en tête, c'est toujours ça. C'est l'hypercentre aujourd'hui, il est valorisé dans quasiment toutes les villes, hein. Il n'y a pas d'anomalie de marché. Vous allez me dire, mais à Bordeaux, est-ce que c'est pas cher? C'est cher. Aujourd'hui, les prix sont élevés. Si on regarde par rapport aux 10, 15 dernières années.
Mais on est capable aujourd'hui d'avoir, par contre, ce qu'on n'avait pas il y a 2 ans, des opportunités à Bordeaux où on va avoir des vendeurs pressés, un marché un peu à l'arrêt parce que le marché est compliqué sur la vente, et donc capable de vous saisir des affaires qu'on n'aurait pas pu saisir il y a 2 ans. Vous allez quand même avoir des rendements qui vont être bas, entre 4 et 5 dans Bordeaux, sauf si on est sur des stratégies courte durée ou colocation. Et là, on peut avoir des choses plus intéressantes également sur des immeubles de rapport à partir de 750 000 euros globalement, tout inclus. Les budgets que vous voyez à l'écran, ce n'est pas des sciences exactes. Là, on vous met Bordeaux à partir de 750 000. S'il faut, vous nous mandatez et on est capable de vous trouver un immeuble de rapport à Bordeaux qui va être à un budget total de 500 000 euros. Donc, il n'y a pas de science exacte. Ça dépend des biens. Les biens, on les chasse pour vous et on chasse les bonnes affaires. Mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur, des budgets d'entrée. À Paris, on démarre à 180 000 pour un projet tout inclus. Et à Nantes, 145 000 environ. Voilà. Donc ça, c'est des budgets environ de démarrage. Et on voit que Marseille, on est capable d'avoir des rendements élevés si on est dans des zones en colocation, par exemple, notamment, qui marchent très très bien si on est autour de la gare, dans des zones plus populaires, premier, deuxième, troisième arrondissement, en sélectionnant bien sûr à chaque fois des rues qui sont safe, bien évidemment. Et c'est là la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est d'être en mesure de connaître le marché local avec nos chasseurs et de vous accompagner dans la bonne rue, au bon endroit, l'endroit qui va se valoriser dans le futur, l'endroit qui n'est pas un coupe-gorge, etc., etc. Là, on a d'autres villes qui fonctionnent bien. On voit que notamment dans le sud de la France, on va aujourd'hui faire beaucoup de Airbnb sur Toulon. On est même capable de dépasser 9% de rendement. On dépasse les 10% de rendement en location courte durée à Toulon. Rendement clé en main. Donc c'est un secteur que les clients nous demandent beaucoup et une ville qui est en train de changer, qui se transforme. Il y a beaucoup d'investissements dans la ville, une piétonisation de certains endroits. On voit qu'il y a plus de sécurité. Donc c'est une ville qui se rénove et ça, on aime bien parce que c'est des villes qui se valorisent dans la foulée. On fait aussi de très beaux rendements au Havre. Le Havre, c'est la ville dont le maire est Édouard Philippe, que vous avez peut-être suivi, hein, qui était pressenti même à un moment pour potentiellement être candidat à la présidentielle, qui était le Premier ministre surtout. Et donc le Havre, il a rénové, il a fait beaucoup pour la ville sur les 10 dernières années. Et la ville, aujourd'hui, a une vraie attractivité. Donc on fait beaucoup de projets là-bas. On est capable de vous accompagner à Caen, Lille, Rouen, Reims. Bon voilà, vous voyez à chaque fois les tickets d'entrée et les rendements. Si on veut investir avec une stratégie qu'on dit patrimoniale. Une stratégie patrimoniale, c'est quoi? C'est souvent ce que nous demandent les non-résidents, c'est placer, puisque de toute façon, les banques vont vous demander de l'apport, c'est être en mesure de placer de l'argent en étant sécurisé. Et souvent, on se tourne vers les grandes villes. J'en ai pas parlé d'ailleurs dans les exemples, mais vous l'avez vu à l'écran. On a Nice qui fonctionne très très bien et qui permet de mixer un investissement à la fois dans une ville où on a des grandes écoles, une vraie économie et l'attractivité de la Côte d'Azur, avec un aéroport international en plus, et la meilleure météo de France. Donc c'est une ville qui continue de se valoriser, on nous le demande énormément Nice, et à juste titre. Et à Nice, on est capable d'allier à la fois une stratégie patrimoniale, puisqu'on est sur la Côte d'Azur, du rendement, puisqu'on est capable encore de faire entre 5 et 6,5% en coloc, on peut faire en courte durée aussi également, et également une zone où vous pouvez vous faire plaisir pour avoir un pied-à-terre demain, et ça compte. Si je vous prends un petit exemple donc d'un T2, pour parler de chiffres concrets, projet réalisé récemment, T2 de 28 mètres carrés à Paris 11e. Donc on est sur un budget tout inclus, achat, travaux, ameublement, honoraires, rénovation, de 351 000 euros. Donc tout inclus, hein, chaque euro dépensé, avec un loyer annuel d'environ 1 200 euros par mois, qui pourrait même être optimisé en moyenne durée, on pourrait même louer un peu plus cher, 28 mètres carrés dans le 11e, ce qui fait 14 000 euros de loyer entrant par an et un rendement brut de 4,10%. Donc là, c'est ce qu'on est en mesure de faire pour vous. Et voilà un peu ce que ça donne. On voit après la rénovation. Donc là, normalement, sur les photos, on met des draps, hein, également, hein, pour le diffuser. Donc, sachez qu'ici, quand on va diffuser le bien pour la location, on fait le lit et on fait vraiment une vraie mise en place. Voilà, donc c'est l'immeuble, la vue, et vous voyez un petit peu la rénovation. Je vous montre un autre exemple avec une stratégie de rendement à Nice, donc rendement, mais tout en étant globalement quand même sur une zone très patrimoniale. C'est une colocation, un budget total à Nice pour 65 mètres carrés de 260 000 euros, 259 000. Et on est sur des revenus locatifs estimés entre 18 000 et 20 400 euros par an. Donc là, on voit le détail, on a fait 15 000 euros de travaux, 10 000 euros d'ameublement, une rentabilité brute d'environ 8%. On voit qu'on a fait des travaux pour 15 000 euros, 67 mètres carrés. On n'a pas tout refait. C'était le souhait du client. On aurait pu refaire, mais ce n'était pas forcément nécessaire
pour le louer à ce prix-là. Et donc, le client a conservé le sol pour limiter les frais de travaux. Voilà, on voit qu'on a fait de l'ameublement, de la déco, qu'on a limité les travaux sur le sol de manière à avoir plus de rendement. Voilà comment on travaille. Globalement, sur des surfaces qu'on optimise. Donc là, c'est le T2. Vous voyez un peu le découpage des différentes surfaces. Donc la chambre, qu'on essaie toujours de faire de minimum 9 mètres carrés. Le salon avec cuisine ouverte. On ouvre toujours la cuisine sur le salon pour donner une impression d'espace quand on rentre dans le logement. Et on a ensuite le coin salle de bain, douche, salle de bain, où on installe toujours une machine à laver. C'est important pour le confort des locataires. Toujours un four micro-ondes qui fait également four dans la cuisine également. Si vous souhaitez avoir plus de confort ou si c'est pour un Airbnb, on va être en mesure de vous mettre un lave-vaisselle, de faire plus en termes de déco et d'ameublement. Bien évidemment, il n'y a pas de limite. C'est vous qui restez à chaque fois décisionnaire et vous parlez avec l'architecte investissement locatif de votre projet. C'est lui qui va vous guider sur les choses nécessaires à faire. Et ensuite, vous pouvez décider de faire plus et de rajouter des choses pour le projet. Alors, si on parle maintenant du match petite surface, grande surface, colocation, immeuble de rapport. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients? L'avantage des petites surfaces, c'est que vous êtes sur des budgets plus bas. C'est très demandé. Il y a beaucoup, beaucoup de locataires étudiants et jeunes actifs. Forcément, c'est plus facile de louer à 400, 500 si on est en province ou à 700, 800 à Paris que de louer un appartement à 4000. Les colocations, ça va vous permettre d'optimiser le loyer sur la surface puisque vous allez avoir plusieurs chambres, donc un cumul de différents loyers. Chaque locataire paie un loyer et ça va vous permettre d'augmenter le loyer. À Marseille, par exemple, on passe pour la même surface, j'avais fait le calcul, on avait plus 60% de loyer si on louait une famille, enfin si on louait une colocation de 3 chambres plutôt qu'une famille. Je recommence. Si vous louez le même appartement à une famille, par rapport à si vous le louez en colocation dans 3 chambres à Marseille, qu'il est rénové, qu'il est optimisé, hein, comme on sait faire, vous avez 60% de loyer en plus. C'est considérable et c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de rendement. Les immeubles de rapport, quel est l'intérêt et l'avantage? C'est qu'en une seule fois, vous allez acheter plusieurs logements. Vous passez une seule fois chez le notaire, vous faites une seule fois les démarches bancaires et tout ça, c'est long, c'est du temps. Et en une seule fois, vous avez plusieurs appartements dans un seul et même immeuble. Vous êtes également en monopropriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites ce que vous voulez dans votre immeuble. C'est votre immeuble. Les parties communes, vous décidez quand vous les rénovez ou pas. Vous décidez des travaux. Vous n'avez pas besoin de vous mettre d'accord avec d'autres copropriétaires. Et vous n'avez pas besoin de payer un syndic de copropriété. Donc, c'est des économies sur les frais. Les inconvénients des petites surfaces, c'est qu'il y a plus de turnover. Souvent, on est sur un public d'étudiants, de jeunes actifs qui va rester entre 2 et 3 ans. Donc, il faut après rechercher un nouveau locataire. Et vous allez avoir un prix d'achat plus élevé à l'achat en général. Donc, il faut être capable de le négocier. Les colocations, on a également plus de turnover que sur une location classique, on l'a dit. Et donc, plus d'administratifs puisque les locataires, il faut les remplacer. Même si les changements de locataires peuvent être quasiment gérés par les locataires en place. Donc ça peut être si c'est bien géré, on peut le faire. Les immeubles de rapport, la problématique aujourd'hui, c'est qu'ils sont difficiles à trouver, surtout avec du rendement, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent, et que c'est des investissements financiers plus conséquents, donc il faut arriver à les financer, et que vous êtes seul à tout gérer. Demain, il n'y a pas de syndic, donc l'avantage, c'est que vous ne le payez pas. L'inconvénient, c'est qu'il faut que l'agence qui gère le bien, ou que vous soyez en mesure d'entretenir votre immeuble, et donc de gérer s'il y a des choses à faire gérer. Voilà, tout simplement. Je vais passer aux questions-réponses. Romain, on est dans les temps, tu vois, 44, on est pile poil, on va pouvoir répondre à vos questions. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec l'équipe, je vais peut-être vous afficher un lien également dans le chat. Mais là, vous avez le QR code pour prendre un rendez-vous directement. C'est gratuit avec l'équipe. Je ne sais pas si je peux afficher un lien dans le chat d'ailleurs. Oui, tu peux. Je ne sais pas comment le faire. Dans le chat, tu peux juste le dropper dans le chat. Je vais l'ouvrir. Je peux que répondre aux questions en fait. Mais bon. Ok, tu vois pas le. Non, je vois pas d'onglet de chat. Là, je l'ai réactivé normalement. Ok, en tout cas, bon, posez vos questions, discutez. Ah, c'est là, c'est bon, j'ai trouvé. Donc là, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit pour avoir des exemples personnalisés et être en mesure avec mon équipe de voir ce qu'on peut faire pour vous. Donc ça ne nous engage à rien, c'est gratuit, encore une fois. Notre système de rémunération n'est payé que si on aboutit au succès. Donc si vous signez un mandat,
on est réglé que, donc il y a 0 frais avancés, que à la signature de l'acte authentique de vente, donc quand vous devenez propriétaire du bien. Voilà, un point important également que je n'avais pas mentionné. Parfait. Donc là, je viens de tester le QR code que vous voyez à l'écran, que vous soyez sur LinkedIn, YouTube, même en replay, hein. Il fonctionnera toujours ce QR code. Vous pouvez directement prendre rendez-vous avec l'équipe de Manuel Ravier et Michael Zonta. Il y a des rendez-vous à partir de demain de dispo sur des créneaux à la fois aux États-Unis et en Europe. Alors, Hélène a une question. Est-ce que les SCI peuvent emprunter pour effectuer des travaux sur une propriété? J'ai 63 ans et la banque m'a dit que je n'aurai jamais d'emprunt en nom propre parce que je suis trop vieille. Or, aux US, il n'y a pas de problème. Alors en France, on peut faire des prêts à 63 ans, simplement les durées vont être plus courtes. En général, les banques vont vous prêter sur 10 à 15 ans. Est-ce que c'est plus simple d'investir à travers une SCI? Bon, ça, c'est une question qu'il faut poser à un courtier. Je ne pense pas que ça règle le sujet de l'âge, puisque dans la SCI, on va quand même regarder l'âge et la situation des différents associés, sauf si vous faites une SCI qui est tirée depuis une société que vous avez déjà. Si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà une société holding, là, vous pouvez le faire, mais sinon, ils vont regarder l'âge des associés. Voilà. Parfait. Euh, que pensez-vous des banlieues parisiennes, Asnières, Clichy, Montrouge, avec un prix d'achat plus faible et rendement plus haut? Question de Michael. Je pense que c'est pas forcément des zones que moi je privilégie parce que en vérité les rendements sont quand même assez bas. Si on va sur Asnières, c'est une ville qui a beaucoup pris en prix au mètre carré. Montrouge également. Quand je regarde la proche banlieue, donc la première couronne, j'arrive à trouver des prix quasiment moins chers. Par exemple, dans le 20e, j'achète à 6 000 le mètre. Bah, je ne sais pas combien vous pensez acheter à Asnières ou à Montrouge, mais on va être très souvent bien au-dessus de ça, même au-dessus de ça, quoi. 6 500, 7 000 à l'achat. Et donc, finalement, je préfère trouver une bonne affaire à Paris avec le label Paris, quoi. Avoir un bien à Paris, ça reste Paris, plutôt que d'être en proche banlieue. Après, ça dépend des situations. On est capable aussi de vous accompagner dans ces zones. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter. On vous montrera des exemples. Alex Chanou qui nous pose une question. You mentioned impact of French taxations, but not US taxes. Manuel, would you like to Ouais. reply in English from our friend Okay. Alex? I can try. Okay, so there is you're right. There is a convention, like a contract between France and US, and in this contract, you are not double taxed. Say that, Romain? Yeah, Ed? yeah, Okay. pretty much. So, Convention fiscale, which is called. okay. So you don't pay double taxes. So if you don't pay taxes in France, you will pay, you're right, taxes in US. But in US, you have like the kind of the same system than in France. Amorti, how do you call that? Like, let me translate. Amortissement. Ouais. So it's not the same duration for the amortissement, but there is amortissement. So you need to see with your accountant. But if you do that, you won't pay a lot of taxes in US either on your real Yeah, estate in France. yeah, it's the same in the US, the amortization. Amortization. Euh, Judith nous dit comment obtenir un prêt à la banque quand on a près de 60 ans? Ça, c'est des questions à poser au courtier. On pourra vous mettre en relation. Mais il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Simplement, les banques vont vous demander un taux plus élevé du fait de l'assurance. Vous allez payer un taux d'assurance, puisqu'on est obligé d'avoir une assurance d'emprunt en France qui va être plus élevé parce que plus on est âgé, plus il y a un risque pour la banque, et donc plus le taux est élevé. Mais encore une fois, il n'y a pas de sujet, hein. Mon papa a emprunté à 65 ans sur une durée de 15 ans. Donc ça se fait complètement. Ça dépend des banques. Il faut vous rapprocher d'un courtier ou de votre banque, mais il n'y a pas de problème à 60 ans. Simplement Ouais, durée peut-être plus courte, peut-être 15 ans max. ouais. Je connais des gens qui ont emprunté à 70 ans aussi en France. Euh, je pense qu'il faut parler à beaucoup de banques et voir avec des courtiers, notamment. We have anonymous attendee. You mentioned Airbnb. Aren't many cities, Nice, Toulon, considering restricting it drastically, like Paris and New York City just did? So yeah, there is like some rules for Airbnb location rental. Depends of which city, and we can help you to know the rules
and to adapt it. For example, in Nice, in Nice, in the south of France, you can rent it if you buy it. If you're like a personal buy, you can rent it for 6 years, and after 6 years, you can't in like short term. But you can buy something and pay something to transform it and could rent it for all life of the place. We call that racheter de la commercialité. So rules are different. It's the same in Paris. You can buy some commercialité, okay, but it's expensive in Paris more than in Nice. So it depends places, but yes, you should be very attentive to the rules, and we can help you to follow the good rules in France, because you can't do whatever you want. Like in Paris, you can't rent a place if you don't have the license, and you have the license. It needs to be like a commercial use. So the place is a commercial use, and if it's a commercial use, you need to ask for the license. Okay, so if it's like a residential use, you can't rent it more than 120 days by year, only if you live inside the flat. If you don't live inside the flat, you can't, even 2 days. Okay. So yeah, there is rules. It's not like forbid in Toulon, for example. This is why a lot of our customers want to invest there, because there is like a lot of people that want to rent it short term, because it's south of France too, and it's not forbid right now. So it's a good point. And in Nice, you can buy something with a license or use it for 6 years, and after that, let's see what happens. Sounds good. Merci, Manu. Michael nous dit ne vous attendez pas à une baisse conséquente de l'immobilier en France vu la crise actuelle et ainsi qu'une plus grosse taxation de l'État sur les rentes déficit public. On verra. En France, on est déjà pas mal taxé sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit que ça fait des années qu'on nous dit les impôts vont monter, même si la taxe foncière monte à Paris. On voit qu'on est encore sur une taxe foncière qui est très faible. Je rappelle qu'aux US, il y a la property tax. C'est comme ça que ça s'appelle, Romain? Correct. La property tax, quand on m'a dit le montant de la taxe, je suis tombé de ma chaise, quoi. Il y a des États où ça monte à 2 à 3% de la valeur du bien. C'est juste hallucinant, quoi. C'est plus élevé que l'IFI. L'IFI chez nous, on crie oh, l'IFI, c'est énorme. L'IFI, c'est calculé sur la valeur du bien moins les dettes en cours. Donc, si vous avez de la dette, vous ne le payez pas. Uniquement si vous dépassez 1,3 million de valeur nette, à prix du bien moins toutes les dettes. Et ensuite, c'est 1%, 1 et quelques pourcents. Bon, ok. Mais déjà, il faut monter à 1,3 de valeur nette. Donc, déjà, c'est que vous avez constitué un patrimoine. Et en France, et en plus de ça, c'est pas 3%, quoi, comme la property tax. Donc en vérité, en France, aujourd'hui, sur la fiscalité, on a de la chance, puisqu'on a une fiscalité sur la location meublée qui est très favorable. Jusqu'à quand ça va durer, j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Et une fiscalité en SCI et l'IS qui est très favorable, avec des taux bas, des taux beaucoup plus bas qu'aux US. Donc c'est, par exemple, par rapport aux US, hyper intéressant, je pense, d'avoir des taux bas à taux fixe et pas variable, emprunter à taux fixe, de pouvoir renégocier son taux, encadré par la loi, de pouvoir le réétaler sans frais. Donc tout ça, finalement, ça fait qu'avec des taux à 3,5, je pense qu'on est sur un marché intéressant. Je ne dis pas qu'il n'y a que la France, hein. Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est intéressant d'investir dans l'immobilier, mais je pense qu'on a des atouts par rapport à d'autres pays. Voilà. On a une question de Catherine. Est-ce qu'on peut prolonger un prêt de 15 à 30 ans pour avoir plus d'argent liquide? Clause modularité. Y a-t-il une limite d'âge pour le faire? 60 ans, par exemple. Non, il n'y a pas de limite d'âge sur la clause de modularité. La règle en général qui est dans le contrat, il faut relire votre contrat ou simplement demander en écrivant à votre banquier, c'est d'avoir au moins amorti pendant 1 an. Donc d'avoir remboursé son prêt depuis au moins 12 mois. Voilà. En général, c'est la règle. Il n'y a pas d'autre règle. Donc faites votre demande à votre banquier dès aujourd'hui dans la messagerie sécurisée. Vous allez voir ce qu'il vous répond. Normalement, il n'a pas le choix. Magnifique. Tout est limpide pour le reste. Un auditeur anonyme nous demande est-ce que cette défiscalisation sur le meublé est accessible aux non-résidents fiscaux? Ah, bonne question. Tout à fait, puisque c'est la fiscalité du pays. Donc, on n'a pas d'impôt sur les loyers, tout comme un Français. En fait, c'est quoi la logique? C'est qu'on a 10 000 euros de loyer qu'on encaisse, donc imposable. Et ensuite, on va avoir des choses qu'on va passer en charge, donc charges de copro, taxes foncières, tout vient se déduire.
Ensuite, on va amortir le bien, amortir les travaux, amortir les meubles. Et ensuite, on va passer en déficit les frais investissement locatif et les frais de notaire. Et donc, vous allez avoir 0 € imposable. Et là-dessus, vous allez payer, vous avez un fees minimum, un impôt, un plancher d'impôt de 20% en tant que non-résident, plus 17% de CSG, donc 37%. Mais ça va être 37% de zéro. Donc, vous ne payez pas d'impôt. Et si je dis pas de bêtises, mais toujours à vérifier avec votre CPA aux États-Unis, pour ceux qui sont aux États-Unis, euh, la CSG est maintenant reconnue comme un impôt aux États-Unis, donc normalement, vous ne devez pas être double imposé. Mais bien sûr, prenez contact. On a fait des articles sur ce sujet d'ailleurs dans French Morning. Donc, si vous tapez CSG, voilà. Après, pour le Canada et le UK, à voir aussi avec vos comptables et vos conseils sur place. Parfait. Et ben, je crois que c'est limpide, hein, puisqu'il n'y a plus d'autres questions. On a répondu à tout. Ok, bah moi mon conseil c'est que vous le fassiez seul ou qu'on vous accompagne, lancez-vous parce que ça fait vraiment une grosse différence d'avoir de l'immobilier avec les années qui passent en remboursant la banque. Et aujourd'hui on peut le faire sans effort, donc c'est assez incroyable. Enfin en tout cas nos clients sont très contents de pouvoir tout déléguer et je pense qu'on est sur un point de marché qui est vraiment intéressant avec des prix qui ont marqué le pas. Le marché va repartir avec la baisse des taux qui va intervenir dès la rentrée. Donc c'est le moment de se positionner pour ensuite pouvoir saisir les bonnes affaires sur le marché. Voilà, on a des messages de remerciement, donc c'est super. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain webinaire de French Morning. Merci Manuel d'être resté pendant cette heure, nous donner tous ces conseils et j'espère à très bientôt sur French Morning. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Salut à tous.